Chers entrepreneurs, bonsoir. Nico Saliagas, Maxime Gauthier. Bienvenue au sein du MASH Business Club. Et très content de vous avoir pour cette date. On va célébrer Noël entre entrepreneurs. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà rentrés en Europe, en enfer. Et je sais, il faut un petit axe de comparaison, il faut se rappeler un petit peu d'où on vient de temps en temps. Mais toujours est-il, donc on va faire une belle date en famille, entre membres du MASH Business Club, avec Oussama Ammar ce soir. S'il vous plaît, vous pouvez applaudir. Oui. Logiquement, si je fais un petit geste comme ça, c'est que j'ai une attente derrière. Tougan Bara. Voilà, donc l'idée, je vais vous dire la vérité. Concrètement, on est en freestyle total. C'est une date de Noël, on est entre nous. Donc l'idée, c'est qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Cette scène, je vous en avais fait la promesse, elle est à vous. On va se la partager tout au long de l'année. Et c'est justement l'idée. Il y a 4 sièges. Pourquoi ? Parce que nombreux d'entre vous ce soir, vous allez avoir l'opportunité de venir discuter, partager ce que vous voulez. Et puis voilà, on va passer un bon moment, c'est l'idée. Et puis alors, petite chose, on est en networking après. Vous savez, c'est le concept, vous connaissez tous maintenant. On a un copyright. Alors, est-ce que la régie est prête ? Et là, c'est le test de la soirée, là, je vais vous dire. Là, elle a la pression, là. Ça, c'est ce soir, quand je vais rentrer à la maison, je vais vous dire, elle va me dire, mais tu... Quand vous entendez ce bruit-là, eh bien, vous vous arrêtez de discuter avec la personne avec qui vous discutez. Et l'idée, c'est de vous tourner vers la personne que vous ne connaissez pas. Et de la sorte, on va faciliter les rencontres. On va faciliter les rencontres parce qu'on n'a qu'une petite heure de networking après. Vous allez sûrement vouloir aller dormir. Et comme ça, on va pouvoir plus vite se rencontrer. C'est déposé, n'est-ce pas ? Le copyright. Bref, ce fut un plaisir et on peut commencer. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Bon, Oussama, je suis très content de t'avoir. Tu gagnes aussi. Oussama, ça me fait trop drôle parce que ça fait. Tu étais là pour la première date du MASH Business Club. Il y a de ça un peu plus d'1 an. Et du coup, voilà, pour moi, ça me fait quelque chose de pouvoir, entre guillemets, me dire qu'on a bien avancé. Et que voilà, je suis très content parce que je t'ai rencontré cette année. J'ai pu en tout cas rencontrer une personne géniale. Donc voilà. Merci. Tougan, moi je te découvre ce soir. Du coup, que te dire ? Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à te découvrir en ligne. Je pense que comme beaucoup. On a mis ta description, donc marketeur 4e Dan. Donc je pense qu'on aurait pu mettre 5 ou 6, mais en tout cas, voilà, je sais que beaucoup de gens prennent plaisir à apprendre de tout ce que tu fais. Et ça leur permet de performer davantage. Donc tu avais en tout cas toute ta place avec nous ce soir et c'était un vrai plaisir de pouvoir t'avoir. Merci beaucoup pour l'introduction. Du coup, moi je pense que l'idée c'est peut-être qu'on peut démarrer tout de suite. J'ai vu quelques têtes. Alors vous savez, avec Maj, on accompagne des gens qui s'installent, qui créent leur société, on les accompagne dans tout le process. Donc je sais exactement qui est en ce moment même dans le processus. Et ça me permet de savoir que des gens s'installent à Dubaï en ce moment. Ça peut être cool qu'ils viennent partager un moment avec nous, qu'ils nous disent pourquoi à Dubaï, et puis de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait, tout simplement. Et alors, j'ai une tête que je vois sur ma gauche. Je ne suis pas certain qu'il était prêt pour ça. Il vient d'arriver. Il a pris son avion, il me semble, aujourd'hui ou hier. Du coup, Loïc Bourget, vas-y, viens. Ah, mais c'est toi qui as fait la vidéo avec Yomi, en fait. Bah oui, c'est moi. Et je t'ai confondu avec un autre dans un épisode de Sans Permission. Non, ouais, c'était avec Yomi, ouais, on avait fait 24 heures. Ok. Non, je percute. Bon, salut à tous les amis. Moi, je viens d'arriver il y a 2 jours. Donc, c'est super récent et ça marche là, c'est tout bon ? Ça marche, okay. Ouais. Et Maxime, il m'a un peu pris sous son aile. Je te laisse te présenter parce que c'est vrai que je sais que tu es ultra connu sur YouTube. Okay, désolé. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Bien en sûr. tout cas. Moi, je suis sur YouTube. Je me suis fait connaître avec des micro-trottoirs un peu dans la rue, dans les villes comme Monaco, Cannes, Saint-Trope, des trucs comme ça, où je demandais aux gens leur salaire, qu'est-ce qu'ils font dans la vie.
Et après, j'ai fait pas mal de 24 heures avec Yomi, Théophile Hélier qui est venu la dernière fois. Donc voilà. Et à côté, j'ai des business en ligne. Je fais de la formation aussi, de l'affiliation, blablabla, vous connaissez déjà. Et ouais, du coup, on s'est rencontré avec Maxime, ça s'est fait naturellement, la connexion. Là, je viens juste de créer ma société parce que je m'expatrie, donc je vais vivre ici, ça fait grave plaisir. Ah, c'est vous? Ah non, mince. Et voilà, non, je suis content d'être là. Il y a l'air d'avoir une très belle osmose. Donc c'est cool. Voilà. Moi, j'ai une question qui me vient. Mais alors, pourquoi Dubaï? Bah déjà, la fiscalité, pour sûr. Parce que là, avec l'avocat fiscaliste, ça commence à être un peu, voilà, un peu chaud. Et j'aime beaucoup cette ville. Je suis vraiment tombé un peu amoureux de cette ville. Les infrastructures, le service, les personnes qui y sont présentes sont assez inspirantes. Donc la connexion s'est fait naturellement, si je puis dire. Voilà. Alors, je sais que j'ai cru voir que tu avais fait ton concept de vidéo à Dubaï déjà. Et Ouais. moi, j'ai une question, en tout cas me concernant. C'est est-ce que justement à Dubaï, tu trouves que les entrepreneurs répondent plus facilement justement à tes questions sur très souvent, c'est en fait tu leur demandes combien ils gagnent, c'est ça, et comment ils ont réussi pour atteindre ce niveau de performance. Ouais. Est-ce que tu as ressenti qu'à Dubaï justement ils étaient plus ouverts à ça? Bien sûr. Bien sûr. Moi, je suis allé un peu au charbon dans des villes comme Paris, etc. Mais les gars, ils me donnaient même pas l'heure. Tu passes à côté, ils te dévisagent, c'est un truc de fou. Lorsque là, non, toutes les interviews, ça a été un sans faute. Tu parles à un gars, il te répond un minimum. Et ouais, non, rien à voir. Rien à voir. Du coup, tu avais déjà arrêté Tougan ou pas pour lui demander combien il gagnait? Tougan? Jamais. Pas C'est la encore, première non. fois que je le vois ce soir. Et ce soir, tu comptes l'attraper après en networking ou pas? Bah, j'ai déjà essayé Oussama, je suis pas sûr s'il est très chaud, on va voir. Mais Tougan, ouais, avec plaisir. Moi, on est là pour se connecter, donc trop cool. Carrément. Bon, ok. Voilà, Ouais, bon, en tout cas, merci en tout cas d'être présent. avec plaisir. Dès ton arrivée, je sais que tu Plaisir. as pris l'avion quand, aujourd'hui ou hier? Il y a 2 jours. Ok. Il y a 2 jours, ouais, de Lyon. Un Lyonnais. Je sais qu'il y en a aussi ici, je crois. Ouais. Voilà. Bah écoute, en tout cas, moi je te souhaite la bienvenue Merci, c'est à gentil. Dubaï. C'est gentil. Et, Et c'est top ce que tu crées et tout. Ça fait longtemps que je regarde les vidéos, Ouais. l'osmose et tout, c'est top. Donc félicitations à toi pour ça, c'est cool. Bah merci, en tout cas, t'es chez toi. Donc concrètement, tu sais qu'on se retrouve tous les mois. Et c'est le concept, on Ouais. se retrouve et Let's go. ouais. Ça marche. Merci Max. Je vous laisse. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? C'est le moment parce que comme je vous ai dit, on est en famille, voilà. Il y a peut-être des questions par rapport à 2024, savoir là, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ah, je vois une main levée. Je vois une main levée et je vais piquer le micro. Monsieur Roméo, quelle est votre question? Bonsoir à tous, Roméo Cournal. J'ai une question surtout pour Tougan. Quand tu Viens, parles viens. de... Viens. Ok. Présente-toi aussi. Hein. Bonsoir, alors Roméo Cournal, je suis formateur en neurosciences. J'ai du mal à parler assis, désolé. Des formations professionnelles. Donc je suis formateur en neurosciences, je suis à Dubaï depuis 6 mois. Voilà, donc j'ai créé avec Maj. Et donc forcément, je parle neurosciences. Et Tougan, tu parles souvent de mindset. Dans l'épisode, c'était sans permission, je crois, où tu disais que... Non, c'était Hélas, pas encore. avec Alec Henry. Ouais. Ah, c'était avec Alec, oui. Où tu disais que le mindset, c'était l'autoroute de la branlette. Alors, ma question, c'est qu'en fait, quand j'écoute tes vidéos, en fait, j'ai l'impression qu'en réalité, tu fais que ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Il est en train de dire que tu te branles. Hein. Genre, juste. Entre branleurs ce soir. non, l'idée, c'est que... alors, si effectivement on parle de mindset, j'ai repéré quand même une différence. C'est-à-dire que moi, je ne parle pas de mindset. Encore une fois, des formations professionnelles, neurosciences. Mais peut-être que ce que les autres appellent mindset, c'est une question de personnalité. Parce qu'en réalité, ce que tu fais, ce que tu achieves, pareil pour Ous, je veux dire, c'est une question de personnalité. La personnalité crée la réalité personnelle. Et si la réalité personnelle n'est que créée par la personnalité, du coup,
arriver à achieve quel que soit le projet, ça implique une personnalité. Peut-être plus qu'un mindset, mais vraiment une personnalité. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pourquoi pas. En fait, moi, mon propos sur le mindset, c'est que c'est souvent une excuse. C'est les mecs qui sont là, voilà, je prends de l'élan, je regarde des vidéos, je recalibre mon mindset. Puis 6 mois plus tard, ça recalibre toujours le mindset. Ça a pris un peu plus d'élan, mais au final, ça revient à marcher dans la mauvaise direction. Et quelque part, dire aux gens, prenez un truc qui marche et faites-le, ça semble apporter plus de résultats que de se conditionner et reconditionner à l'infini. Mais j'entends tout à fait que oui, le mental, la personnalité a un impact sur sa propre réalité, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis toujours content d'être à côté de Tugan, parce que j'ai l'air raisonnable. Mais non, mais le pire, c'est que je suis d'accord. Je sais que moi, je passe beaucoup pour quelqu'un qui fait du mindset, etc. Moi, j'ai toujours été labellisé par des gens que je comprenais pas. Donc, j'ai passé 7 ans à The Family. J'étais labellisé en tant qu'entrepreneur, start-up. Même Tugan, il disait du mal de moi. Alors maintenant, je suis un paria. Donc, je plais un peu plus à Tugan, tu vois. Et donc, je suis labellisé par d'autres gens en tant que paria, etc. Mais j'ai toujours eu du mal à comprendre de quoi les gens parlaient, parce que je pense que le comment, le pourquoi est beaucoup plus intéressant que le quoi. Et c'est vrai qu'en France, on a ce prisme du label, de la case, de l'identité, du diplôme, de la définition. Et on a une approche extrêmement scolaire du mindset. Et je pense que c'est ce qui agace Tugan au plus haut point, c'est que les gens ont l'air d'être à l'école du mindset, avec des devoirs de mindset et des points de mindset. Et s'ils ont 10 images de mindset, ils gagnent un cadeau de mindset. Et sauf que le réel, il s'en fout de ça. Dans le réel, le mindset, c'est un feedback très, très direct avec la réalité. Et se confronter au réel, ça reste la mission numéro 1 d'un entrepreneur. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs font tout pour ralentir le moment où ils vont commencer à se confronter au réel. Ouais, c'est clair. Mais finalement, quelle différence tu fais entre mindset et personnalité, du coup? Aucune, tu vois, ça c'est le genre de discussion, moi. Ouais. J'ai envie de mourir. En philo, en philo, il y a 2 grandes écoles philosophiques qui d'ailleurs ont été créées par le même philosophe qui s'appelle Wittgenstein. Il y a Wittgenstein 1 et Wittgenstein 2. Toi, tu es très Wittgenstein 2, mais moi, je suis plutôt Wittgenstein 1. Donc, Wittgenstein, c'est un philosophe qui a créé un domaine qui s'appelle la philosophie de l'esprit et du langage. C'est l'idée qu'à travers l'analyse des mots, on arrive à découvrir des vérités. Et que donc, si il existe un mot, c'est que derrière, il y a une réalité. Donc, dans sa première version, c'est ça. Et puis ensuite, dans sa deuxième version, il a commencé à couper les cheveux en 4. Et là, moi, je me suis perdu. Mais moi, en philo, j'ai toujours eu tendance à considérer que le langage est de toute façon malfaisant. Parce que ce que vous écoutez, ce que vous comprenez et ce que vous pensez, c'est déjà 3 entités indépendantes. On pense un truc, on croit le dire correctement et on croit que les gens l'ont compris. Si un jour vous donnez des cours, comme je l'ai fait dans ma vie, vous avez intérêt d'avoir le moral, en fait. Parce que moi, le nombre de mecs que je croise dans la rue et qui me disent « j'ai vu toutes tes vidéos et j'ai des questions sur mon business plan », ça, par exemple, c'est très dur à vivre, en fait. Vous vous dites, en fait, les gens comprennent rien. Et le fait qu'en fait, quand on est dans une position d'enseignement, moi, j'ai très, très vite compris que j'enseignais pas pour que les gens comprennent, j'enseignais pour apprendre. C'est pour ça que j'aime bien donner des conférences, faire des podcasts, etc. C'est pas parce que je me dis, les gens, ils vont apprendre des trucs. Parce que si je me disais ça et que j'essayais de le mesurer avec une KPI, je pense que ça fait longtemps que je me serais shooté, quoi. Par contre, si je me dis, j'apprends des trucs, résultat, j'ai un intérêt personnel profond à enseigner des choses, parce que c'est la façon la plus simple et claire pour moi de savoir si j'ai compris ce que je suis en train de raconter, tant mieux. Après, les gens, ils comprennent pas. C'est que du bonus. Et ça détend. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, personnalité, mindset, je m'en fous. Ce que je vois, c'est que énormément de gens sont bloqués,
que certaines de ces personnes sont bloquées par des questions de mindset, de personnalité, de tout ce que tu veux. De toute façon, la personnalité, c'est assez identitaire, donc c'est dur de dire à quelqu'un que c'est un connard. Mine de rien, quand quelqu'un vient et que tu lui fais un feedback, écoute, tu vas jamais y arriver, c'est ta personnalité. Donc il vaut mieux lui dire que c'est une question de mindset. Mais maintenant, on le sait tous, de façon un peu hypocrite, que les saumons ne montent pas aux arbres. Il y a des gens plus grands que d'autres. Il y a des gens plus gros que d'autres. Et puis il y a des gens plus cons que d'autres. Mais c'est juste que la troisième catégorie, on ne veut pas l'admettre en fait. On vit très très bien les inégalités de taille, de physique, de course à pied, etc. Mais les différences intellectuelles, alors oh non, mais pas du tout. Il y a plein de types d'intelligence, il y a plein de machins. Mais non, en fait non. Il y a vraiment, il y a des gens lents, il y a des gens rapides, il y a des gens qui percutent, il y a des gens qui percutent pas. Et le gros problème dans l'entrepreneuriat, c'est qu'avant le mindset, il y a le fait de percuter ou pas percuter. Et il y a quand même beaucoup de gens qui percutent pas. Tu es d'accord avec ça au moins? Tout à fait d'accord. Et ces gens qui ne percutent pas seront jamais des entrepreneurs aguerris. Bah, je suis pas sûr en fait. C'est que les gens qui percutent trop, ils réfléchissent beaucoup au lieu de se confronter au réel, quoi. Et on observe, enfin, on va dire que dans l'entrepreneuriat un peu web basique, donc faire un petit SaaS, formation en ligne, affiliation, ces trucs-là, quoi. Enfin, en gros, le cash flow rapide. On va dire que les bourrins pas trop sophistiqués s'en tirent mieux que les gens très réfléchis, conceptuels, intellectuels. Donc, il y a une gamme d'entrepreneuriat dans laquelle, limite, plus on est con, mieux ça se passe. Après, j'imagine que si on va vers des sujets beaucoup plus compliqués, beaucoup plus techniques, avec des dimensions, je sais pas, de réglementation, de légalité, de technique, de ça, là, percuter, c'est utile quand même. Donc, en fait, ça dépend peut-être du véhicule entrepreneurial, quoi. Merci. Merci à toi, Roméo. Plaisir. À la prochaine. Est-ce que quelqu'un a une question? Levez la main. Ah, Marine, qui est en train d'arriver à Dubaï. Je le sais. Bienvenue. Je te laisse te présenter auprès de l'audience. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Marine. Effectivement, je suis arrivée il y a 3 semaines, donc fraîchement débarquée. Je reviens des enfers, effectivement. Ici, ça a l'air d'être plutôt le paradis pour les entrepreneurs. Donc, très heureuse d'être avec vous ce soir. Pour ma part, donc, je suis entrepreneur dans la science. J'ai fabriqué un dispositif médical qui permet, en utilisant les fréquences sonores et visuelles, de soulager la douleur, et notamment celle des femmes atteintes d'endométriose, mieux que n'importe quel médicament qui existe aujourd'hui sur le marché. Et l'objectif à Dubaï, c'est d'aller chercher d'autres pathologies, d'autres pathologies comme les maladies neurodégénératives, le diabète, etc. etc. Voilà, donc rapidement, pour pas monopoliser, moi j'aurais une question sur le financement des entreprises. Je reviens du coup d'un endroit où ça va pas très bien, où aujourd'hui, effectivement, notamment dans le monde des startups, le financement est complètement down. On a effectivement des VC aujourd'hui qui sont complètement perdus par rapport à leur choix d'investissement, avec un marché qui est en train de se rigidifier de manière incroyable. Ma question, parce que je suis assez estomaquée du fait que les 2 modèles de financement que vous représentez aujourd'hui, tous et toutes, à la fois ceux qu'on va trouver dans les info-entrepreneurs, où vous arrivez à générer du cash de manière incroyable avec une rentabilité vraiment, vraiment dingue, et du coup une capacité d'autofinancement extrêmement puissante, versus des entreprises modèle start-up, scale-up, qui aujourd'hui ne vivent et ne survivent pour une grande majorité d'entre elles qu'avec des investisseurs de type privé. Et ma grande question, c'est du coup, qu'en est-il à Dubaï? Comment coexistent ces 2 modèles? Et est-ce qu'effectivement, ces 2 modèles arrivent parfois même à coexister au sein d'une même entreprise? Ouais, tu sais pas. Alors, je pense que ton framework est pas bon. Parce qu'en fait, c'est pas une nature de business, c'est de financement. Parce que les infopreneurs, ils ont beau faire beaucoup de cash, ils investissent dans rien. Enfin, je veux dire, pour le coup, je les connais tous. Et leur capacité d'investissement est proche de 0. Hein. L'investissement, ça demande une personnalité qui est très éloignée de la plupart des gens qui sont infopreneurs. Et c'est normal, quand tu es infopreneur, tu es dans une courbe de cash extrêmement réduite, très addictive. Tu as l'impression d'avoir raison en permanence et tu as un cycle de dopamine très très court. Tu fais un truc, tu as du cash, tu reviens, tu machin. Donc peut-être qu'ils investissent un peu en pub, en machin, mais
ils vont pas te donner de l'argent pour un dispositif médical. Donc tu peux les oublier. Ah oui, non, c'est pas la question D'accord. et c'est pas ce type d'investisseur que je vais aller chercher. je te Ensuite, rassure. quand tu regardes la scène des business angels, fonds, etc., Dubaï, c'est un des pires endroits du monde. La qualité, d'ailleurs, si vous avez des startups ici, moi, mon conseil, c'est ne levez pas de l'argent localement. Hein. C'est du très, très mauvais argent ici. Hein. Parce que grosso modo, soit tu finis avec un Émirati qui comprend pas trop ce qu'il fait, qui a beaucoup d'argent, mais qui a aussi beaucoup de velléités pas très sophistiquées. Les fonds d'investissement, accélérateurs, startups, etc. sont pas au niveau. Ils ont tous des obsessions locales du type est-ce que ça marche ailleurs et est-ce qu'on peut le faire ici? Donc ils vont pas financer quelque chose de nouveau. Et il y a la cour des grands. En fait, ce qui est extraordinaire ici, c'est la cour des grands, c'est-à-dire Dubai Holding, Mubala, le fonds souverain d'Arabie Saoudite, MISC, qui sont des fonds qui ont des dizaines et des dizaines de milliards et qui ne savent pas faire des tickets à moins de 50, 100 millions. D'ailleurs, Sam Altman, qui est en train d'essayer de lever 25 milliards d'euros pour créer son usine de GPU, le seul endroit où il vient, c'est ici en ce moment. Parce que ça reste le seul endroit au monde où les gens sont capables de faire des chèques d'1 milliard, 2 milliards, 3 milliards dans des projets extrêmement risqués, direct. Mais pour parler à ces gens-là, il faut passer des étapes. Et donc, tu as ce gap immense dans la région, dont ils sont très conscients d'ailleurs. Hein, pour avoir parlé avec à peu près tous les patrons de fonds souverains ici, ils savent qu'il y a un problème au début. Et donc, moi, mon conseil pour toi, tu fais la pire catégorie en medtech, qui est device Je médical. précise juste que mon ancienne société que j'ai vendue en France, elle a 10 ans. Donc le Ouais. produit, il a déjà 10 ans. Et D'accord. donc le transfert de technologie va se faire en 6-8 mois de manière extrêmement rapide ici. Donc je pars pas de zéro. D'accord, mais quand Vraiment même, important. tu es dans un domaine où l'investissement est très compliqué, medical device. Et de mon expérience, à The Family, on a IPO 2 boîtes en medical device. Le meilleur financement, c'est le cold reach de médecins aux US. C'est-à-dire que moi, si j'étais toi, j'irais dans le meilleur marché business angel au monde, qui est les États-Unis. Et je vais vous dire un truc, vous n'allez pas me croire. Et pourtant, c'est vrai. C'est plus facile de convaincre un Américain que vous ne connaissez pas par email de vous faire un chèque pour investir dans votre projet qu'avoir votre meilleur ami d'enfance en France qui vous connaît depuis la naissance et qui met 1000 balles dans votre projet. Et je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois dans ma vie, de confronter les gens à cette réalité. C'est que le seul marché du financement dans le monde qui fonctionne dans les startups, c'est les US. Il n'y en a pas deux. La France a fait un peu joujou, là, ils sont tous traumatisés. Ils ont fait 20 deals qui ne marchent pas et ils ne veulent plus, ils sont tous en PLS. Aux US, moi, pour vous dire, quand je vivais en Californie, j'avais un voisin qui avait fait 152 investissements business angel. Il avait perdu son argent 148 fois. Et moi, j'étais paniqué, je lui disais, mais c'est terrible. Il me dit, non, on a gagné 4 fois, c'est énorme. Et ça, en fait, c'est un mindset qui n'existe nulle part ailleurs. Donc le cold reach, à The Family, on appelait ça les levées LinkedIn. C'est de convaincre des gens sur LinkedIn aux US d'investir dans votre boîte. Et on a créé tout un process. D'ailleurs, je peux vous donner le script. S'il y a des gens, il y a des gens ici qui veulent lever des fonds. Ok, bah tiens, je vais vous donner notre script secret. C'est vous allez sur LinkedIn, vous mettez aux États-Unis et vous prenez tous les gens qui sont américains et qui travaillent dans votre domaine d'activité et qui gagnent plus de 250 000 $ par an. Ensuite, vous les contactez avec un premier message et vous leur dites j'ai vu que tu travailles dans telle boîte et j'ai besoin de conseils. Vous faites un premier call avec eux et dans ce call, vous leur dites, vous leur posez plein de questions et même si vous avez déjà la réponse, vous les laissez vous donner des idées dans votre boîte. Très très important. Premier hook, ils doivent se sentir utiles. Ensuite, une semaine après ou 2 semaines après, vous recalibrez un deuxième call. Et dans ce call, vous leur dites tout ce que vous avez implémenté par rapport à la suggestion. En général, c'est des choses que vous aviez déjà faites, en fait. Là, ils sont trop heureux de voir qu'ils ont de l'impact entre leur feedback et la réalisation. Et vous dites ce script magique.
voilà, on n'est pas encore prêt à lever des fonds, mais on a adoré vos conseils. On aimerait que vous soyez skin in the game. Donc on aimerait vous laisser le privilège de mettre un ticket dans notre boîte avant d'aller lever des fonds. Et là, boum, vous descendez tout le monde, un par un. Et en plus, les Américains ont inventé un document légal qui s'appelle le SAFE, qui permet de faire des levées de fonds comme ça en one-to-one. Et ce script-là, je pense que c'est un script qui peut vachement aider ta boîte. Merci beaucoup. Merci. Merci Marine. Ah, encore une femme. Eh bien, bienvenue sur scène. Quel est ton prénom? Comment s'appellent tes parents? Pour ceux qui ont connu. Alors, Ah, on on est va peut-être cader. à l'école des fans de l'entrepreneuriat. C'est ça. Alors moi, je m'appelle Noua Mokni. Je suis serial entrepreneur, experte aux Nations Unies, Organisation de la propriété intellectuelle, et professeure en entrepreneuriat, innovation et développement durable. Et je développe actuellement un programme, un accélérateur digital spécialisé crowdfunding. Donc on parlait tout de suite de financement. Qui connaît le crowdfunding, financement participatif? Bon voilà, ok, donc ça va. Et du coup, ça enchaîne très bien. C'est une très bonne introduction en la matière. Nous, l'idée, c'est vraiment c'est une plateforme collaborative qui connecte les entrepreneurs et innovateurs responsables d'une part et les investisseurs d'autre part à travers le crowdfunding, programme d'accompagnement et financement. Du coup, j'aimerais que vous deux, Oussama et Tougan, quels conseils vous pourriez donner à tous ces entrepreneurs qui voudraient justement lever des fonds avec le crowdfunding à partir de plateformes françaises ou à partir d'ici ou des plateformes internationales. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Quelles sont les erreurs à faire? Moi, j'ai quand même mes règles d'or, mais j'aimerais bien écouter les vôtres. Moi, je suis pas trop légitime pour répondre à la question. J'ai jamais fait de crowdfunding. Alors, crowdfunding, c'est du marketing digital en fin de compte, même s'il y a quand même des règles d'or et des erreurs à ne pas faire et tout. Mais comme... On parle de levée de fonds ou on parle de pré-vendre un produit, plus autre chose? Alors, il y a 4 types de financement participatif. Il y a le don contre une contrepartie non financière, une récompense. Il y a la précommande, justement. Il y a le prêt rémunéré ou départ dans le capital. Voilà. Ok. Bon, la précommande, c'est plutôt basique, quoi. Ouais. Normalement, tout le monde fait ça. Tu développes ton produit et tu fais rentrer des sous en attendant. Ça paraît assez standard, quoi. Après, investir dans la boîte... moi, j'ai plus vu ça du côté Web3. Donc, c'est un peu plus sauvage, un peu plus dérégulé. Mais finalement, c'est finalement une dynamique de sentiment d'appartenance, une dynamique de FOMO. Pouvoir projeter une vision du monde intéressante. Tu peux expliquer ça veut dire quoi FOMO parce que FOMO, F-O-M-O. Fear of missing out. Bon, en gros, le mec, il a peur que le deal se fasse sans lui. Voilà. Ce que moi, je peux apporter du Web3 là-dedans, c'est le fait d'aller gérer les attentes des gens. Il faut pouvoir annoncer des choses et délivrer des choses. Peu importe ce que c'est. Ça peut être un événement, ça peut être une mise à jour du site, ça peut être un nouveau logo, on s'en fout. Et il faut, en fonction du degré de sérieux, si le projet n'est pas forcément très scientifique ou technologique, il faut que tu aies un horizon de temps de 3 jours, de 3 semaines et de 3 mois. Et après, tu répètes. Comme ça, à 3 jours, tu as la dopamine, tu as un petit sucre, ça bouge, il se passe un truc, les gens restent stimulés, ok. À 3 semaines, ça permet aux gens de s'ancrer sur un horizon de temps plus long, ça reste court, mais plus long, et toi, ça te donne le temps de faire des choses. En 3 semaines, on peut faire des choses. Et en 3 mois, bon là, on parle vraiment de développement produit, de mise à jour. Si le projet est plus techno, tu vas pas avoir 3 jours, 3 semaines, 3 mois, tu vas avoir 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Et en fait, ce que font souvent les gens dans le Web3, et là c'est une erreur, et c'est peut-être tout ce qu'on peut importer là-dedans, c'est qu'ils vont faire soit que du 3 jours, donc il y a une forme de respiration thoracique, d'hyperventilation, et les gens s'étouffent et la communauté n'en peut plus. Et surtout, en 3 jours, tu fais rien, quoi. Donc voilà, c'est très compliqué.
Ou alors ils font du très long terme, et donc dans ce cas, les gens ils font bah écoute, rappelle-moi dans 3 ans, je vais faire autre chose et je vais aller gamble sur un shitcoin, un memecoin, un Shiba Inu ou autre, le temps que ça se passe, quoi. Et donc c'est vraiment en fait le fait d'empiler des horizons de temps différents, qui ont différentes temporalités, qui permettent de maintenir les gens en haleine tout en étant en contrôle. Le dernier élément, c'est pour ce faire, tu vas déployer des narratifs, quoi, des récits. Et il faut toujours choisir des narratifs que tu contrôles. Je prends un exemple très Web3. Il y a un événement, ça pourrait être, on va être listé sur un exchange. Donc il y a une grande plateforme qui va reconnaître notre token comme étant quelque chose d'intéressant et le lister dessus. Et c'est un événement très important dans le Web3. Ça, tu ne contrôles pas. À moins de pouvoir corrompre quelqu'un là-bas, etc. Mais bon, sauf abstraction de ce scénario, tu ne contrôles pas. Donc si en fait tu hookes tout le monde sur ce scénario-là, eh ben, tu subis à 200%. Parce que tu contrôles rien, et si c'est plus rapide, tant mieux. Si ça met plus de temps, tu passes pour une conne. Si ça se passe jamais, tu passes vraiment pour une conne. Merci. Il faut éviter. Et donc du coup, il faut toujours choisir au maximum des narratifs que tu contrôles. Dans le cas du Web3, ça serait, je sais pas, tu fais un airdrop vendredi prochain, tu contrôles. Donc le jeu, c'est différents horizons de temps et avoir le plus de récits possible que tu contrôles. Dans certains cas, c'est des développements techniques, ça peut être un peu plus long. Donc là, il faut en gros, l'idée c'est que tu vas annoncer le truc quand tu sais que tu es plus ou moins en phase de debug et tu sais que en gros la feature elle marche, quoi. Donc voilà, plusieurs horizons de temps, maximiser les récits que tu contrôles, ça rassure les gens et construire autour de ça. Alors avant que tu ailles peut-être à un autre point, effectivement, quand on parle de récits, c'est super intéressant quand on montre le behind the scene. Ça, les gens, ils adorent, ils aiment suivre ce que tu fais. Et surtout en crowdfunding, il y a toute la phase avant, pendant la campagne qui est de 30 jours en général et après. Et donc, les gens aiment suivre et surtout, il faut les mettre en haleine avant même de lancer la campagne. Mais effectivement, on a un peu peur de se compromettre. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il ne faut révéler, j'ai envie de dire, des coulisses que ce qu'on maîtrise, là où il y a moins de risques. Et on prend un risque, mais maîtrisé, quoi, en gros. Oui, c'est ceux de la maîtrise du risque. Après, ça dépend aussi. Les coulisses, c'est salut, on travaille, on fait quelque chose, c'est une photo de l'équipe et on est content. Bon, il n'y a pas vraiment de risque. Pas vraiment de risque. Je pense que c'est vraiment plus dans les attentes que tu vas créer. Genre, tu vas teaser une feature, un machin, un truc, que tu vas créer du désir, de la stimulation autour de cette idée, ce produit, cette fonctionnalité. Ouais, là, il faut être un peu en contrôle, quoi. Si c'est en mode, on vous promet la lune, mais en fait, on n'a même pas commencé à bosser le proto, sur Trustpilot, ça va cogner derrière, quoi. Ouais. Super. Et toi ? Rien à rajouter, c'est génial, ce truc. Peut-être sur les crowdfunding produits, quand on fait des produits physiques, les gens sous-estiment le pouvoir du fake it until you make it. En fait, ça c'est un truc qui m'a toujours étonné, c'est que les entrepreneurs disent j'ai besoin que mon truc existe pour qu'il se vende. Et moi je dis toujours mais pourtant quand les gens achètent, ils achètent avant de le recevoir. Et donc en fait attendre que ça existe pour commencer à apprendre à vendre, c'est ne pas vouloir faire face au fait qu'on ne sait pas vendre. Il faut apprendre à vendre le plus tôt possible. Ça vraiment c'est essentiel. On ne peut pas se dire sous prétexte que en fait le truc sera réel, il se vendra mieux. En général d'ailleurs, quand il devient réel, il se vend moins bien. Hein. Normalement, il y a une chute des ventes. Ce qui est normal. La courbe souvent elle est comme ça, l'excitation monte, après c'est lancé, ça descend, puis après on construit dans le temps. Mais si déjà il n'y a pas cette excitation initiale avant que ça existe, alors je vois pas comment ce sera au fin fond de l'abysse, quoi. Ouais, très bien. Écoute, je te remercie, je vous remercie. Merci à toi d'être passé sur scène. Je vois des mains qui se lèvent. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent en ce moment. Et Kevin, il est où ? Ah, viens. Allez. Vous allez le passer, vous en faites pas. C'est parce que je sais qu'il est arrivé il y a 2 jours, du coup, je te souhaite la bienvenue. Encore une fois. Merci. À Dubaï, viens. Voilà. La régie a tout géré, n'est-ce pas ? Merci, mon amour.
Oui. On fait des petits cuts si besoin, mais on n'est pas en direct. Encore heureux. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Kevin, j'arrive à Dubaï avec ma femme et ma fille en janvier, je suis ici pour faire les démarches, ça s'est d'ailleurs très bien passé, si vous êtes en cours de processus avec Maj, vous verrez qu'ils sont au top. Pourquoi j'arrive à Dubaï? Moi il y a une circonstance professionnelle, évidemment, la plupart des gens qui arrivent ici c'est pour des raisons pro, mais il y a aussi des raisons perso, avec ma femme on a un enfant, bientôt 2, on se voyait plus projeter notre vie familiale en France, pour plein de raisons. Et il est vrai qu'on a trouvé à Dubaï des choses qui nous plaisent dans la partie de ce qu'on peut donner en termes d'éducation aux enfants. Et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on vient, parce que moi je ne viens pas seul en tant qu'entrepreneur, je viens aussi avec ma famille. Donc voilà. Moi je suis entrepreneur dans la tech, je gère un groupe dans la tech spécialisé aujourd'hui dans la blockchain et l'intelligence artificielle. Donc voilà, ici j'ai trouvé plein de partenaires, il y a plein de gens qui sont dans le développement des nouvelles technologies. Donc c'est très cool. C'est vrai que c'est rarement ce genre de profil que je rencontre dans les soirées ici, mais si la tech ça vous intéresse, si vous avez des concepts que vous voulez développer qui sont un peu poussés, éventuellement on peut en discuter. Super. Pour info, Kevin, ça fait plusieurs années que je le connais. On s'est rencontrés à Paris lorsque je lançais ma première boîte et ça me fait hyper plaisir de me retrouver à Dubaï avec lui. Je lui avais demandé de venir témoigner pour ma première boîte, ce qui est hyper important parce que c'est avec tes premiers témoignages que tu arrives à vendre en fait. Hein. C'est tes 10 premiers clients, tes 20 premiers clients. Et il s'est déplacé, il fait partie des personnes qui m'ont soutenu au départ. Et aujourd'hui, on se retrouve à Dubaï. Du coup, pour moi, c'est un gros kiff. Merci beaucoup à toi encore une fois. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais en tout cas, tu as la maison. Non, j'ai rien à ajouter à part que j'espère que tous les gens qui sont ici trouveront des synergies aussi avec le club parce que j'en parlais tout à l'heure avec le networking. Faut vraiment prendre le temps de discuter avec des gens, d'écouter ce que les gens font aussi. Souvent, je vois dans le networking, les gens ils arrivent, ils se présentent, ils disent tout de suite ce qu'ils font, mais écoutez aussi ce que font les autres parce que c'est vraiment là que vous allez connecter, que vous allez vous rencontrer qu'il y a plein de synergies possibles. Et la plupart des entrepreneurs avec qui je travaille ces 4 dernières années, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Et les synergies, elles sont pas toujours instantanées, mais il faut bien avoir compris ce que les gens font autour de vous avant de savoir si vous pouvez faire des choses ou pas. Et des fois, c'est pas tout de suite le timing, mais c'est bien d'avoir les contacts et il faut valoriser ces contacts-là plutôt que de les brûler rapidement, quoi. Merci à toi. Merci. Bon, pour le coup, j'ai vu des mains levées. Allez. Romain? Allez, next one. Ah là là, on s'est vu. Quand, hier ou avant-hier? Avant-hier, t'as vu, je suis tellement dans le... Allez, tiens, bienvenue sur la scène du Maj Business Club. Comment tu t'appelles? Alors, moi c'est Hamza. Pour résumer un peu ce qu'on fait, on est les magiciens d'Instagram. Il y en a beaucoup, hein. Va falloir nous vendre. Hein. Alors, on est un peu derrière les coulisses d'Instagram. On joue sur les algorithmes. On peut augmenter n'importe quelle preuve sociale sur Instagram. On peut shadowban des ennemis. On peut faire sortir des shadowban. Tu peux me laisser faire mon storytelling, s'il te plaît. Et du coup, et là, on est en train de développer une technologie avec l'IA pour en fait automatiser l'ajout des profils des prospects. En fait, par exemple, si vous avez un prospect, un profil type, l'IA va aller l'analyser, on va aller chercher sur Instagram. En gros, on va optimiser et remplacer les CM d'aujourd'hui grâce à l'IA. Mais en vrai, on ne les remplace pas, on va juste leur dégager du temps et on va enlever tout ce qui est robotique, tout ce qui est recherche qui ne sert à rien et leur permettre d'utiliser leur matière grise pour faire leur métier qui est de la créativité, au lieu d'aller cliquer, follow, unfollow, aller liker des prospects, etc. On est d'accord, c'est pas des faux followers, évidemment. C'est Non. Et du coup, pourquoi tu rigoles aussi, moi? Et du coup, aujourd'hui, et on peut faire vivre des personnages de dessins animés, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je dis ça, je dis rien. Après. Non, mais tout le monde sait que tout le monde achète des followers. Enfin, c'est pas. Sérieux? Soyez pas naïfs, quoi. Non. Ah bon? C'est pas bien. Hein. Faut pas faire ça. Alors, je vais vous dire. Son business, c'était mon premier business à Paris,
qui s'appelait Highlight You. Justement, on parlait de ça il y a 2 secondes avec Kevin. Donc je sais très bien ce qu'il fait. Et c'est quelque chose que je maîtrise vraiment. Et c'était les premières stratégies qu'on avait mis en place. Confirme-moi. En fait, on avait donc un compte Instagram. On pouvait cibler une personne. Donc le profil type, c'était, imaginons, tu es coach sportif. On ciblait, donc on allait attirer l'attention sur ta page en envoyant des likes ou en ajoutant des personnes. À des personnes cibles, trop facile. C'était dans ta même ville, dans les salles de sport, c'était futurs clients. Il y avait un nombre d'interactions. Donc il suffisait de regarder l'algo où il pétait. Tu pouvais toucher 30 000 personnes par mois pour 10 €. Et donc, l'idée, c'était de se dire, putain, si pour 10 balles, je peux toucher 30 000 personnes ciblées, pourquoi pas faire 3, 4, 10, 20, 50 pages, 100 pages. Et c'est avec ça, après, qu'on a mis en place des stratégies, en fait, que vous avez pu retrouver sans doute en voyant des pages fans. Ça se fait beaucoup dans l'influence, notamment les influenceurs. Vous allez voir des centaines de pages fans, Caroline Receveur, blabla, Caroline Receveur Paris, Caroline Receveur ce que vous voulez. Tout ça, très souvent, c'est des stratégies de développement où, en fait, c'est pour rediriger les gens sur sa page principale. Donc, ce n'est pas des faux followers, en fait. Ça envoie en masse des likes sur des personnes ciblées, donc d'autres influenceurs. Et moi, pour la petite histoire, j'ai arrêté ce truc-là parce que Instagram, c'est leur cœur de business. Donc concrètement, ils se rémunèrent avec la pub. Ils passent leur temps à aller taper les mecs qui font ce genre de choses-là. Si tu veux te battre avec l'algorithme, il faut être énervé. Donc je pense qu'ils sont énervés. Concrètement, ils doivent passer beaucoup de temps à faire des tests, à savoir comment marchent les proxys, les trucs, sans rentrer dans des détails techniques. Donc vraiment bon courage les gars, ce que vous faites, parce que je sais que ça demande beaucoup de boulot derrière pour que ça tienne. Merci. Oui, et aujourd'hui, grâce à l'IA, du coup, on développe nos services. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui est shadowban, on peut venir analyser son compte, analyser tous ses profils. Et comme on connaît les fakes, on peut les détecter. On peut les détecter avec l'IA et aller soit lui donner une liste, soit les enlever petit à petit, sortir de shadowban. Après, je ne rentre pas dans les détails, il y a plusieurs techniques. Mais voilà, maintenant, l'IA, ça a révolutionné même Instagram. Ok. Écoute, merci à toi en tout cas. Merci. Du coup, j'avais... Ah. Oui. Oui, la question. C'est vrai, c'était pour une question à la base. Du coup, c'était pour Oussama. Comme tu as été un peu au cœur de l'écosystème startup français, maintenant, l'analyse, elle est simple. La France ne donne plus envie aux grosses têtes, et aux plus riches et aux plus productifs de rester. Est-ce que selon toi, c'est juste contextuel parce que c'est une question générationnelle? Est-ce que c'est parce que ceux qui dirigent les pays viennent d'un monde qui est trop ancien par rapport à l'avancée d'aujourd'hui? Ou est-ce que tu as abandonné Je suis pas sûr que cette vision d'horreur qu'on a de la France soit vraie. Là, j'étais à Paris pendant 5 jours. Les élites vont bien. Hein. C'est pas. En fait, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous les gens qui sont dans cette salle. Hein. C'est des gens qui n'ont jamais eu l'opportunité de rentrer dans le premier cercle parisien pour plein de raisons, soit leur origine, leur couleur de peau, leur nom, etc. Alors moi, je suis un pirate, j'étais au cercle jusqu'à ce qu'ils me virent, mais j'ai pas l'impression que les cerveaux partent. Enfin, cette vision qui dit que les talents quittent la France, etc., elle est plus subtile que ça. La vérité, c'est que la France, c'est un pays extrêmement centralisé. Il y a un petit groupe de gens qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à pas faire grand-chose. Faut voir... je veux dire, vous prenez un mec qui fait des subventions BPI à Paris. Il fait 3, 4, 5 dossiers par semaine sur lesquels il touche 5 à 20 000 euros par dossier. Maintenant, c'est ChatGPT qui écrit les dossiers. Il a ses copains à qui il file des... Moi, j'ai su que ces gens gagnaient beaucoup d'argent parce que la première fois à The Family où j'ai envoyé un type chez un consultant BPI prendre un financement, il m'a offert 4 caisses de champagne pour me dire merci. Et alors déjà, en France, personne n'offre jamais rien. Donc le mec, il offre 4 caisses de champagne, j'ose même pas imaginer l'argent qu'il gagnait. Donc quand on est dans ce système et dans cette centrifugeuse, ça va bien. Le problème de la France, c'est que dès qu'on n'est pas dans la centrifugeuse, tout s'écroule. La province s'écroule,
l'hôpital s'écroule, la police s'écroule, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ça, il n'y a pas besoin d'être magicien ou prophète pour voir comment ça va finir. Si tu as le 0,1% qui nique le 1%, pour reprendre le framework de Tsugan, et que le 1% il a niqué le 99%, il y a un moment, il n'y a plus rien. C'est la guerre. Et c'est vrai que Dubaï est un endroit extraordinaire pour ça. Parce que pour moi, Dubaï, c'est un peu un port pirate. Les gens peuvent venir ici avec des histoires compliquées, tout le monde s'en fout. Les gens peuvent avoir des casseroles infinies, tout le monde s'en fout. Et ce qui compte ici, c'est qu'on passe d'un paradigme en France où ce qui compte, c'est qui on est, donc diplôme, famille, réseau, à un paradigme où ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait. Résultat, KPI, avancement. Et d'ailleurs, Dubaï est un endroit formidable là-dessus. J'ai remarqué un truc incroyable, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui me disait qu'il n'avait pas aimé Dubaï, et qui me disait ouais, Dubaï, moi j'ai arrêté, ça m'a saoulé, le bling bling, machin, c'est juste qu'il n'a pas réussi à gagner sa vie ici. C'est hyper simple. C'est comme les mecs qui passent le 15 août ici, c'est parce qu'ils sont travel ban. Il y a des tests comme ça, très simples. Et donc, en fait, c'est une ville extrêmement méritocratique, pour le meilleur et pour le pire. Les villes méritocratiques sont très dures. Dubaï est une ville dure. Hein. Ouvrez un resto à Dubaï, vous allez voir ce que c'est ouvrir un resto. C'est un truc de dingue. Vous allez dans des restos, ils sont hype, il y a des queues de malades. 3 semaines après, il n'y a plus personne. Et le type, en 3 semaines, il ne s'est pas renouvelé, donc son business est mort. Et donc, quand on est français, qu'on a l'habitude d'être protégé par l'État, par le système, par l'école, d'avoir des bons points parce qu'on a participé et travaillé fort, ça peut être un choc culturel de venir ici. Mais quand on s'en fout et qu'on est heureux d'être dans cette bagarre générale, dans cette piraterie, eh ben c'est un vrai petit paradis. Mais ce que je veux dire par là, c'est vous inquiétez pas, les élites françaises ont encore de très très longues, bonnes années de prospérité devant elles à vivre sur le dos des autres. Hein. Enfin, mais c'est comme ça partout. Hein. Les élites américaines, c'est comme ça. Les élites asiatiques. Il y a toujours... Dans tous les pays, il y a un top 1%. Il n'est juste pas construit de la même façon. Et c'est vrai que le top 1% français, il est consanguin. Il est extrêmement restreint. Je peux vous raconter une anecdote marrante. Un jour, je me suis rendu compte à The Family que notre top de pourcentage de business angel avaient tous fait le même lycée à Paris. Ça s'invente pas, ça. Ça, il faut vraiment... Il y a qu'en France où des trucs comme ça peuvent arriver. Parce qu'en fait, les mecs étaient au lycée ensemble, ils ont été dans la même école ensemble, ils ont été dans le même ministère ensemble, ils ont été dans la même banque d'affaires ensemble, puis après, ils ont de l'argent ensemble. Mais c'est un système, c'est une façon de faire. Une façon de faire assez aristocratique, qui a des grands avantages. Hein. Je veux dire, dès qu'il s'agit de faire des grands plans, des trucs un peu glorieux, on est très fort en France, en fait. On fait pas tout mal. Mais dès qu'on est dans des trucs un peu pirates, web, faut être agile, où ce qui compte, c'est pas le capitalisme de connivence, mais le capitalisme de compétence, et ben là, tout le monde est nu, il n'y a plus personne. Moi, j'ai une question. C'est quand le dernier grand plan qui a bien fonctionné ? En fait, il fonctionne pas, mais il rapporte au système de l'argent. Ah, d'accord. Okay. Mais c'est tout le sujet. Moi, mais tu prêches un convaincu. Mais je pense que la naïveté est de croire que les gens sont pas au courant. Moi, je pense que les mecs qui font ces grands plans, ils savent que ça va pas marcher. Mais ils savent que parce qu'ils ont fait le plan, leurs copains vont prendre les bons appels d'offres, qu'il va y avoir un format économique qui va se passer, que le système va vivre, que tout le monde va gagner sa vie, quoi. Ouais, c'est comme les JO et le 1,5 milliard qu'ils vont dépenser pour nettoyer la Seine, quoi. C'est un vrai chiffre, ça. Ça va leur coûter 1,5 milliard de nettoyer la Seine, qui sera foutu un mois après parce que les mecs vont penser des trottinettes dedans. Et à titre de comparaison, construire le Burj Khalifa, ça coûtait aussi 1,5 milliard. Bon, à base de mecs payés 5 balles la journée, quoi. Donc, ouais. Voilà, c'est... Mais bon, 1,5 milliard. Le Bourges, il est toujours là. La Seine, je sais pas. Ah, merci. Merci à toi, Moise. Monsieur Romain Merci, Mastrovito, bienvenue. Merci. Ma question, c'est sur le recrutement. Comprendre comment vous fonctionnez.
Ça fait 2 ans que j'essaie plus ou moins de recruter des personnes qui ont la vision. Et je navigue entre soit recruter des entrepreneurs que je paye au pourcentage. Et donc là, ce sont des gens indépendants, mais qui ont cet état d'esprit entrepreneur, soit freelance salarié. Et là, moi, je leur mets cette sorte de pression où c'est jamais assez et ils se défoncent pas assez. Tu fais quoi? J'accompagne les boîtes sur la partie commerciale à développer leurs compétences de vente. Donc en fait, tu veux juste des commerciaux? Non, sur tous les piliers de ma boîte, Ouais. en fait, j'ai du mal à recruter des personnes qui sont très compétentes dans ce qu'elles font, qui ont la vision, et j'ai un gros turnover en fait. Donc, est-ce que je dois accepter que j'avance tout le temps? Pourquoi quelqu'un qui a une vision viendrait travailler pour toi et pas pour lui-même? C'est une bonne question. Bah, je pense que si tu réponds à ça, tu n'auras plus de problème de recrutement. Comment vous fonctionnez dans vos boîtes? Moi, je fais des robots. J'en ai marre des humains. Ok. Il met des robots aussi. Ouais. Moi, j'ai... Non, c'est vrai qu'il y a un Oussama avant 2023 et un Oussama après 2023. C'est vrai que 2023, c'est quand même l'année où j'ai passé le plus de temps avec des IA. Donc, je vous le dis, hein, je pense que je passe plus de temps par jour maintenant. Je pense que j'ai passé le cap où je passe plus de temps à parler à une IA par jour qu'à des humains. Donc, j'ai résolu en partie le problème comme ça. Mais malgré tout, là, tu vois, j'ai des vrais recrutements, etc. En fait, les gens sont très simples. Le recrutement, c'est extrêmement facile et c'est pour ça que c'est extrêmement dur. C'est parce que le recrutement, c'est pas conceptuellement compliqué. Il suffit de répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai à y gagner ?» Il faut être très, 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 très fort pour convaincre les gens et donner des réponses simples à cette question. En anglais, ça marche encore mieux. What is it in for me? Tu vois, c'est quoi mon intérêt à venir chez toi? Et quand tu divises la pyramide des intérêts, tu peux rejoindre un projet par idéologie, tu peux rejoindre par grid, etc. Et donc dans les services secrets, ils ont développé un framework qui s'appelle MICE. Donc soit tu recrutes les gens, soit tu accapares les gens par l'argent, l'idéologie. C'est quoi déjà MICE? Je me souviens plus. C'était un test pour piéger Tugan. Il y a probablement le Q aussi, non? Comment? Il y a le Q. Il y a idéologie, Ah oui, argent, ça. Q. Voilà, le Q. Et chantage, non? Et compromission. Donc, il y en a deux qui ne sont pas accessibles. Il te reste l'argent et l'idéologie. Et si tu réfléchis, tu vois pourquoi les gens... pourquoi Sheryl Sandberg, elle a travaillé 10 ans chez Facebook pour Mark Zuckerberg, alors qu'elle aurait pu être CEO de n'importe quelle boîte sur Terre? Parce que Mark Zuckerberg lui offrait quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu avoir ailleurs, et elle avait la conviction qu'il lui offrait quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu avoir ailleurs. Apple, si tu regardes le top board d'Apple, 100% des membres du board d'Apple top level pourraient être CEO de n'importe quelle grande boîte dans le monde. Et pourtant, ils préfèrent être chez Apple. Donc, il y a une partie argent, mais pas seulement. Il y a une partie rêve, idéologie, etc. Donc, toute la question, c'est que plus on fait une boîte qui fait rêver les gens en termes de cause, et plus on peut monter sur l'idéologie, donc la courbe, elle est comme ça, et plus la boîte est inintéressante, et plus il faut monter sur l'argent. Et c'est là où souvent les gens sont un peu bizarres. Par exemple, moi, je tombe très souvent en Better Call Saul. Tu vois, je vais te faire un dialogue que j'ai eu lundi dernier. Ouais, il n'y a que des feignants. Tu vois, par exemple, mon assistante, là... Elle est trop chiante, elle veut pas travailler après 18h. Mais tu la payes après 18h? Bah non, et puis quoi encore? Mais tu la payes combien? Bah le SMIC. Ah, tu la payes le SMIC. Et t'es étonné qu'elle soit pas motivée. Bah ouais, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, d'accord. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Après, il me dit, et toi, ton assistante, tu la payes combien? Je dis, je vais pas répondre à cette question. Parce qu'en fait, là, tu vas me prendre pour un con. Et par exemple, moi, mon assistante, ça n'a pas de prix. Je paye un prix par heure que je pourrais payer à un ingénieur. Mais parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai voulu que ce poste-là soit fait par quelqu'un où moi, j'ai le choix d'avoir vraiment la personne la plus impliquée. Et comme je sais que c'est un boulot chiant, je sais très bien que mon assistante, je ne vais pas l'avoir par l'idéologie, par le rêve, par la mission. Je vais l'avoir par l'argent parce que c'est affreusement chiant comme boulot. Et l'argent va le rendre incroyablement intéressant. Et donc, c'est comme quand tu es cuisinier, faut
faut savoir calibrer les ingrédients. Des fois, tu gagnes par l'argent, des fois, tu gagnes par le discours, des fois, tu gagnes par la mission, des fois, tu gagnes par le travail, des fois, tu gagnes par la passion. Mais je pense que la question la plus fondamentale que les entrepreneurs doivent se poser, c'est de regarder 100% des gens qui travaillent pour eux et se dire, est-ce que les intérêts sont alignés? Est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à gagner à être là? Et s'ils n'ont rien à gagner, c'est un mauvais deal. Et les mauvais deals, il faut les arrêter tout de suite. Il faut updater le deal, trouver un nouvel engagement, etc. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de vie. Ok. Et comment tu fonctionnes dans les sous-étapes dans l'état d'esprit entrepreneur? Ça veut dire que dans la boîte, il y a des personnes... Il n'y a pas d'état d'esprit entrepreneur. Un mec qui bosse pour quelqu'un d'autre, c'est pas un entrepreneur. Ok, alors du coup, d'un point de vue plus de ce que tu me disais par rapport à Facebook, quelqu'un qui est très compétent dans ce qu'il fait, comment tu fais dans les sous-étapes en dessous? C'est-à-dire dans les sous-étapes? Les personnes qui travaillent en dessous de lui, entre guillemets. C'est la même chose, c'est juste une grande dégradation en fait. C'est juste que eux sont intéressés par eux. Par exemple, dans les grandes boîtes, souvent les gens ne quittent pas la boîte pour la boîte, ils quittent parce qu'ils ont un mauvais manager. Donc en fait, il s'agit de tenir une organisation dans laquelle les gens sont inspirés. Les Américains, ils ont cette expression learn ou you have to learn or you have to earn. Donc soit tu es dans un boulot où tu peux apprendre des choses aux gens et les gens sont contents d'être là parce qu'ils grandissent, soit ils gagnent, tu vois. C'est un peu l'autre pendant dans les niveaux en dessous, quoi. Ok, merci. Mais encore une fois, cette vision, je cherche des entrepreneurs. Ça arrive des entrepreneurs qui prennent des boulots de salariés, ils restent pas longtemps. Et on fabrique pas des grandes organisations avec des gens qui partent tous les 6 mois. Ok, donc plus axé sur l'intelligence artificielle et Non, les ça, salariés. L'intelligence artificielle, c'est encore un autre sujet. C'est vrai que de plus en plus, les robots sont capables de faire des choses. Mais là, on rentre dans un... D'ailleurs, j'ai une question. Qui pense ici avoir un boulot qui va être remplacé par l'IA? Qui pense que son boulot va être remplacé à 100% par l'IA? Ouais, vous êtes vraiment... vous êtes des psychopathes. Hein. Vous devriez tous lever la main. Vous vous rendez pas compte. Hein. Vous vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. Nous, on a assisté à un call tout à l'heure. Mais... C'est-à-dire que là, il y a un mec ce midi qui nous a présenté en privé à tous les deux une techno qui fait des shorts, voix, vidéo et mouvements du corps inclus, sans aucun tournage. Point. Dans D-Lang et avec des scripts. Oui, dans D-Lang et avec des scripts. Et c'est pas un truc qui va sortir dans 10 ans. Là, moi, je démarre la bêta en janvier et tu gagnes en février. J'ai gagné un petit mois d'avance. Il n'y a pas de nom. On ne parle pas du nom. Mais c'est, enfin, les gens ne se rendent pas compte. En fait, là, le fait que massivement, vous ne leviez pas tous la main en disant « je vais être remplacé par une IA », c'est que vraiment, vous êtes dans le déni le plus complet. Vous ne vous rendez pas compte. Ça n'a aucun sens. Les IA sont en train... Et le type nous disait quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'il y a une très très grande naïveté sur l'IA, c'est que vous testez des outils d'IA, c'est un peu gadget, et vous dites ce sera prêt dans 10 ans. Mais en fait, le 6 mois, c'est devenu le nouveau 5 ans. Ce qui avant mettait 5 ans à s'améliorer, maintenant met 6 mois. Si vous prenez Midjourney par exemple sur 1 an, juste sur 1 an, ce qui s'est passé avec Midjourney, ou ce qui s'est passé avec ChatGPT, ou ce qui se passe avec les IA, c'est invraisemblable. Ce qui va se passer sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est x10. Et je le dirai jamais assez aux gens, achetez la formation Business Pro. Non, je rigole. Mais vraiment, si vous n'êtes pas du bon côté de l'IA, ça va faire très 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 mal. Hein. À minima, vous devriez être vraiment vraiment intéressé par le sujet, pour même si vous n'êtes pas remplacé, au moins savoir comment ça va vous arriver, quoi. Merci. De rien. Merci. J'ai vu des mains levées sur la... Ouais. Monsieur, bonsoir. Bienvenue, je te laisse te présenter. Bonsoir tout le monde. Ah, j'ai la voix cassée. Moi, c'est Mousse. Je travaille, j'aide des entrepreneurs à plus faire bloquer sur Facebook Ads. Et la question du recrutement, elle me paraissait super intéressante de revenir dessus. J'ai réussi à faire des recrutements très sympathiques là, ces dernières semaines. Et je pensais que ça pourrait être intéressant d'apporter de la valeur là-dessus après. Mais je voulais d'abord apprendre de Tougan et Oussama là-dessus. Sur
En fait, j'ai l'impression que c'est super challengeant d'avoir assez de masse de talents, en fait, d'avoir suffisamment de talents qui peuvent join des projets d'entrepreneurs comme tous nous autres, hein, comme tout le monde. Et du coup, comment vous faites pour avoir... du coup, Tougan, tu vas dire l'IA, mais comment vous faites pour avoir suffisamment de talent sur des jobs qui sont super spécifiques? Genre, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va être super compétent sur Facebook Ads. Comment je peux faire pour l'avoir et que ce soit pas un entrepreneur, quoi? Nous, dans notre cas, comme on est des personnalités publiques, entre guillemets, on a juste à faire un post sur Twitter ou Telegram, quoi, et après filtrer les candidats. Donc c'est un peu cheaté comme ça, quoi. Enfin, je pense. Alors moi je pense que c'est pas cheaté, c'est même un travail. En fait, moi j'ai toujours vu ma vie comme un collectionneur de Pokémon rares. Donc moi mon plaisir dans la vie, c'est de collectionner des Pokémon rares et d'essayer d'attirer les Pokémon rares à venir vers moi. Donc tout ce que je fais est obsédé par ça. Pourquoi je fais du contenu? Pour attirer des gens de talent. Pourquoi je fais Better Call Us? Moi, mes 4 plus proches collaborateurs, je les ai recrutés par Better Call Us. J'ai fait 1700 calls cette année. Tu recrutes 4 personnes. Tu peux te dire, c'est un mauvais process. Moi, je pense que c'est génial. 4 personnes sur 1700, c'est au-delà de la moyenne de ce que j'ai d'habitude. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que quand tu veux bâtir une équipe de talent, c'est minimum 50% de ton temps. Moi, je passe 50% de mon temps à recruter. 50% de mon temps n'est consacré qu'à rencontrer des gens avec une idée derrière la tête. C'est est-ce qu'un jour je vais les recruter ou pas? Et des fois, je recrute des gens. Tu sais, tu rencontres des gens et tu les rencontres il y a 10 ans et tu les recrutes 10 ans après. Et pendant 10 ans, tu penses qu'au moment où tu auras l'opportunité de les recruter. Mais c'est une histoire d'intensité et de... Enfin, ça demande beaucoup d'énergie. Et il faut la faire simple. Alors, vous allez être déçus, vous allez être trahis, et ça va mal finir. Ça, c'est comme ça. Parce que c'est l'humain. On finit toujours par être déçu par les gens qu'on aime. C'est pas... Les gens qu'on ignore nous déçoivent pas. Il n'y a que les gens qu'on aime qui nous déçoivent. Donc, c'est normal que quand tu as passé... La dernière fois, j'ai un entrepreneur qui me dit « Oui, tu te rends pas compte, je lui ai tout donné pendant 3 ans, et il me trahit. » Je dis « Oui, mais en même temps, qui va te trahir si c'est pas quelqu'un à qui t'as tout donné? » Enfin, t'imagines si dans la rue, des gens te croisaient, ils te connaissent pas, et ils te trahissaient. Mais la vie serait infernale. Ça marcherait pas. Donc oui, dans les relations humaines, très souvent, ça finit mal, et c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Faut pas avoir peur, faut pas être échaudé. Faut pas se dire, parce que en France, il y a le truc des prud'hommes. Alors ici, il n'y a pas les prud'hommes, mais tous les mecs qui se sont tapés un prud'homme en France, ils veulent plus avoir de salariés. Je dis, chérie, enfin, non, c'est de la vie, c'est des prud'hommes, plus ou moins fous. Moi, j'ai eu un prud'homme contre un salarié qui, au prud'homme, a révélé qu'il avait enregistré toutes nos conversations depuis 9 ans. Et pas seulement les conversations entre lui et moi, il avait placé des micros dans tout le bureau, et donc il avait les conversations le concernant quand il n'était pas dans la pièce. Et en France, au prud'homme, c'est considérer ce qui est dit, parce que vous imaginez bien que il nous est arrivé de dire des horreurs sur lui quand il n'était pas dans la pièce, parce que justement ça se passait mal. Au bout de 9 ans, ça arrive. Et les juges au prud'homme, ils trouvent ça tout à fait normal. Ils ne voient pas où est le problème de truc. C'est pas une preuve, mais c'est un élément intéressant d'éléments. Tu sais comment t'en fais une preuve? Non. C'est que si tu enregistres une personne à son insu, dans la plupart des cas, tu peux pas l'utiliser comme preuve. Ouais. Ok. Si une source anonyme le leak à la presse... Ah oui, voilà. Ça devient une preuve. Ça devient une preuve. Mmh. C'est ça l'astuce. Je connais ça. Ouais. Mais donc voilà. Donc après, il y a des bons côtés dans la construction d'équipe, il y a des mauvais côtés. Il y a aussi des histoires formidables. Moi, ma plus proche collaboratrice, je travaille avec elle depuis 18 ans. J'ai 37 ans. Ça fait 18 ans qu'elle travaille avec moi. Et j'espère qu'elle travaillera encore 18 ans avec moi. Donc, tu as des histoires incroyables, tu as des mauvaises histoires, mais ça demande de payer cher. L'humain, c'est ce qui coûte le plus cher, mais c'est ce qui rapporte le plus. Et encore une fois, on ne fait pas des grandes boîtes en étant seul. Je sais qu'il y a le trip solopreneur, qui est marrant. Hein. Enfin, moi, j'ai été solopreneur pendant 1 an et demi, c'était détente. Hein. Enfin,
tu fais tout seul, tu n'as jamais d'emmerde, etc. Mais tu peux gagner quelques millions comme ça. Mais il y a un moment, si tu es vraiment ambitieux, bah, tu n'as pas le choix. Il faut passer par la case équipe ou par la case robot. Mais en fait, ce qui est marrant, d'ailleurs, je vais vous dire une dinguerie. Et là, vous allez vraiment penser que je suis fou, mais je la pense sincèrement. Je pense que c'est beaucoup plus facile de programmer un humain qu'une IA, parce que les IA sont beaucoup plus tap système que les humains. Ne croyez pas que les IA facilitent le travail de ce point de vue-là. En fait, moi, quand je parle à un humain, à une IA, j'ai l'impression de parler à Jojo le stagiaire qui comprend rien à rien. Il faut être hyper précis, il ne faut pas mettre un mot de travers. Il a aucune capacité à comprendre ce qu'on lui dit. Donc, n'allez pas croire que l'IA va rendre le travail de management plus agréable. C'est pas le cas. Au contraire, c'est une friction. Mais c'est parce que je pense que j'ai managé des centaines de personnes dans ma vie que quand je suis face à une IA, je vois à peu près comment faire pour obtenir ce que j'ai envie d'elle. Merci. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, en vrai, tout est dit. Hein. Après, c'est vrai qu'on peaufine ces process de vente et j'ai l'impression qu'on vend, on apprend à vendre aussi notre société auprès des employés. Et c'est un peu pareil. Nous, tu vois, genre chez Mage, on bosse beaucoup avec des typeforms. On a des centaines de formulaires automatisés. Où, en tout cas, ça nous permet on va dire, d'optimiser notre relation avec notre clientèle. Et ce que je fais, c'est que, tu vois, pour le recrutement, on pose des questions stratégiques. Donc déjà, on ne dépense pas de temps par rapport à une personne. On va d'abord étudier, entre guillemets, par rapport à ses réponses. Tu as des petits trucs où, par exemple, si tu dis, quel est votre... le salaire que vos prétentions salariales, ouais. Voilà, quelles sont vos prétentions salariales? Si la personne te répond un chiffre, imaginons 30 000 dirhams, et tu lui dis, bah alors, qu'est-ce qui justifie ce chiffre? Et là, c'est très parlant. Parce que tu vois en fait sa mentalité par rapport à l'argent. Si elle a quelque chose qui est plus, entre guillemets, tourné vers l'emploi, elle vient de France, entre guillemets, bah voilà, j'ai fait ces études-là, je mérite ce pognon-là. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui est hyper frustrant. La personne, entre guillemets, elle vient en te disant, bah, je mérite ça parce que j'ai un diplôme. Entre guillemets, non, parce que tu m'apportes de la valeur, parce que tu vas me rapporter concrètement quelque chose dans ma société. Mais tu vois que tu as des questions qui te permettent de balayer, en fait, très vite. Et voilà. Et comme disait Oussama, en fait, ces boîtes comme Google, elles peaufinent, alors certes, leur schéma business, tout ça, mais il y a tout un travail de recrutement. Google, McDonald's, tous ces trucs-là, tu vois des groupes qui recrutent et qui donnent envie aux gens de venir travailler chez eux. Et j'ai l'impression que c'est tout aussi dur de vendre que de recruter. Et c'est tout un chemin entrepreneurial. Voilà. Merci beaucoup. En fait, le gros challenge que j'avais, c'était vraiment d'avoir beaucoup de flux, surtout sur des jobs spécifiques. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé une RH pour faire une fiche de poste. Et en gros, j'ai pris la fiche de poste et je l'ai run en ads. En fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'en Europe et aux États-Unis, c'est interdit de faire ça, parce que c'est une politique discriminatoire et ça serait trop puissant d'influencer les recrutements. Du coup, dans d'autres pays, ou du moins avec des manières peut-être un peu... par exemple, en Asie, il n'y a pas de problème, en Amérique latine non plus. Dans des spots où il y a beaucoup d'expats, ça fonctionne très bien. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai run des ads, par exemple, à Bali, parce que j'habite là-bas. Bon, Dubaï est génial. Hein. Et du coup, j'ai fait lead form, beaucoup de trafic là-dessus, parce que mon gros problème, c'est que j'ai pas... mon audience... il faut pas qu'il soit dans mon équipe, quoi. Mon audience, c'est mes clients, quoi. Et du coup, comme ça, j'ai pu avoir plein de candidats. Et après, la RH, elle a pu faire les entretiens avec eux. J'ai pu solutionner la chose. Mais en Europe, c'est un problème, quoi. En Europe, c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, au moins, il y a des expats à l'étranger et on peut on peut faire quelque chose. Mais je suis toujours hyper ouvert, hyper curieux pour voir comment je peux être encore plus spécifique dans le recrutement pour avoir les bons talents, quoi. Donc je sais pas si vous avez des remarques supplémentaires, mais que je comprends, du coup tu les aides tu bosses plus pour l'employé ou pour l'employeur? Non, moi mon business, j'accompagne des e-commerçants. Donc mes clients, c'est des e-commerçants, mais il me faut des account managers. Il me faut des gens qui sont spécialistes de Facebook Ads, qui puissent les accompagner, répondre à leurs questions, les aider, etc. Et que ces gens-là puissent échanger avec mes clients au quotidien. Et du coup, il me faut des personnes qui ne sont pas des clients idéaux, mais des spécialistes dans l'accompagnement, être success manager, ce genre de choses.
Donc voilà, ça fait sens? Moi, ça fait sens. Voilà. Des remarques supplémentaires, non? Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un veut passer? Ah, j'ai cru. Vous allez m'obliger à choisir, attention. Attention s'il n'y a pas de main levée. Tiens, Fabien, il tourne la tête, il fait exprès. Tiens, viens, allez. Fabien, t'es à la maison, donc regarde, je te laisse te reposer, je vais aller pisser. Je te laisse te présenter. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Fabien. Je suis business consultant et aussi chaman. J'ai commencé ça depuis... Genre, c'est un peu tombé dessus. Mon premier client que j'ai eu à 18 ans, je ne comprenais pas pourquoi, c'était Gérard Pélisson, le fondateur d'Accor Hotel, que j'ai accompagné pendant 15 ans. Alors, pas sur le business, parce que quand je l'ai connu, il était à la retraite, mais que j'ai accompagné sur des problèmes perso, et jusqu'à sa mort, en fait. Et du coup, je suis arrivé à Dubaï pour accompagner les entrepreneurs à changer. Je suis entre Dubaï et Monaco. Et voilà. Donc, t'as dit que t'es chaman, non? Ouais, je suis chaman. Tu peux développer? Je savais qu'Oussama, il aimait ça. En fait, le chaman, c'est un guide, un voyant, un médium. Tu peux soigner avec les mains. Bon, ça, c'est la physique. Et après, tu peux déprogrammer les gens. J'arrive à déprogrammer les gens au niveau des croyances limitantes en 5-10 secondes, en fait. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? En fait, l'exemple, c'est un peu comme dans Matrix. Tu vois, quand il va prendre des compétences, je prends le corps comme un ordinateur et juste, en fait, je vais chercher le fichier qu'il y a dans le corps. Je switch. Derrière, j'utilise la kinésiologie. En fait, je teste le corps. On va faire une croyance. Tu peux tester, je suis un homme, je suis une femme. On peut le faire tout cela, en fait. Il suffit juste de prendre les doigts et de les croiser. Vous prenez le premier doigt comme ça. Et le deuxième, vous le croisez. Et vous faites des affirmations. Je suis un homme, pour les hommes. Et vous essayez de défaire comme ça. Et si ça vous dit oui, vous restez. Essayez vraiment de défaire. Sur je suis un homme, vous le dites à haute voix. Et si vous dites je suis une femme, vous allez voir que le corps, il va lâcher. Ça, vous avez des ostéos qui font les tests du corps. C'est un peu la même technique. On peut le faire aussi debout, en se mettant face au nord. Et essaye, Soma. Je suis un homme. Et non, essaye de tenir, qu'il y ait une résistance. Peut-être que tu n'es pas un homme. Je suis un homme. Ok, essaye, je suis une femme. Je suis une femme. Non-binaire. Non-binaire. Essaye vraiment de faire genre de résister comme si tu voulais. Non, mais laisse tomber, je suis mauvais public, moi, laisse tomber. C'est pas grave. Tu veux essayer, tout cas? Non. Lui, il est pire que moi, alors. Donc après, c'est... Et là, il t'a pas rendu service. Qui? Ça coûte Ouais. combien d'être accompagné par toi en tant que chaman? Ça dépend, en fait. C'est cher, un chaman, ou pas? Je prends maintenant au projet. Je choisis que j'ai très peu de clients. Je choisis que j'ai des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs. Et voilà. Avant, je faisais de la formation en ligne où j'ai fait aider des gens, les thérapeutes, à lancer leur activité sur Internet. Comme tu disais tout à l'heure, je voulais apprendre aux gens. Et ça m'a... très compliqué. Les gens, quand tu leur donnes des choses simples à faire, à appliquer, tout simplement les process, tout ça, ça part dans tous les sens. Donc en fait, je suis revenu à mon cœur de métier. Les gens... T'as une question? Non. Non, ok. Merci. 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 Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'avais une petite question par rapport... Les plus proches. Ah, désolé. Non, t'inquiète. Bonsoir tout le monde. J'avais une petite question concernant un petit peu l'IA et la sécurité plus spécifiquement. Parce qu'avec la diversité de vos activités, donc vous avez forcément des ressources informatiques. On sait qu'on a l'IA. Aujourd'hui, on est passé en hexaflop au niveau des traitements. Donc on est vraiment sur des quantités qui sont assez importantes. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on est sur le quantique. Le quantique, on est quand même sur des valeurs qui sont complètement d'un autre niveau. Comment est-ce que vous prévoyez de gérer tout ce qui est ransomware ou toute votre sécurité par rapport à l'outillage que vous avez? Bah, moi, ma stratégie, c'est que je suis pas une target très intéressante.
Donc ça se limite un peu à ça, quoi. Comment ça, t'es pas une target intéressante? Je suis comme pas un assez- personnage public. Ouais, mais je suis pas assez riche pour que ça vaille le coup. Ah, c'est pour ça que tu fais tout pour avoir l'air pauvre. Bah ouais. Ouais. C'est un enfer la cybersécurité. Récemment, ouais. Alors moi, je suis une cible pour le coup, parce que j'ai tout le temps des gens qui essaient de me ficher, machin. Récemment, je suis tombé sur un phishing incroyable. Parce que c'était un email d'Apple qui avait été envoyé par apple.com. Et c'était pas .com, c'était .com. Parce que maintenant, les pirates arrivent à acheter des noms de domaine avec des caractères UTF-8. Et donc, ils arrivent à mettre des trucs. Donc, la sécurité, c'est très dur, je trouve. C'est un sujet... Donc, je touche du bois. Pour l'instant, je me suis pas fait avoir. Forcément, je vais finir par me faire avoir. Alors, moi j'ai pris une approche inverse de Tugan. C'est que j'essaie d'avoir rien de secret dans ma vie. Comme ça, personne ne peut me faire chanter. Je suis assez ouvert sur tout. Donc, j'ai pas... Et je considère que si j'ai un fichier dans mon ordinateur, je pars toujours du principe qu'un jour il sera piraté. Ok. Donc c'est une philosophie. Les rares trucs que j'ai de confidentiel, je les ai en papier dans un coffre. Je fais pas du tout confiance à la technologie pour la confidentialité. Ok. Merci beaucoup. Et donc ça détend. Super. Mais ouais, t'es expert en sécurité? Je suis architecte d'entreprise et du coup, j'ai des compétences de la vision business jusqu'à l'implémentation technique. Et Ouais, je je vais te raconter une histoire d'horreur là qu'on m'a racontée cette semaine. Vous connaissez l'arnaque au président là, où en fait on repère les process dans une entreprise, on appelle le président pour lui faire un virement. Bah, imaginez maintenant il y a des IA qui sont hyper fortes en persuasion. Parce qu'il y a un modèle là qui traîne sur le dark web qui s'appelle Dark GPT, ça ne s'invente pas. Et en fait, Dark GPT maintenant avec R. C'est quoi? C'est R. On en a parlé tout à l'heure. R.ai. Ouais, c'est ça. R.ai. Allez voir AIR.ai. C'est la première technologie de sentiment en temps réel pour passer des calls. Et donc il y a un mec là qui a appelé des centaines d'entreprises et qui a obtenu des virements. Donc en fait, on ne va plus pouvoir faire confiance au téléphone. Alors moi, ça tombe bien, je prends aucun call comme ça. Mais on en est à ce niveau-là, en fait, où les IA s'infiltrent pour essayer de faire des virements. Encore une fois, hein, ça va être violent, tout ça. Hein. C'est pas... Quand on a des grandes boîtes où il va falloir penser des process qui sont idiot-proof, putain, ça va être dur. Hein. J'aimerais pas être à ta place. Surtout quand on connaît un petit peu... Aujourd'hui, on est simplement sur des IA qui sont très simples. On a ChatGPT et ainsi de suite. La vraie notion en fait, qui va arriver, ça s'appelle tout ce qui est des méta-GPT, des multi-agents. Et donc, ce sont des agents spécialisés. Donc, j'ai des amis qui travaillent chez Microsoft, qui m'ont informé d'ailleurs avec Nvidia, tout ça, les choses. Donc, on était au courant en avance. Et on sait que maintenant, ils spécialisent les agents pour rendre des flux agrégés. Et donc, on arrive vraiment sur des scénarios où on peut se faire passer pour quelqu'un, aller sur ce qu'on appelle ça des multimodal interaction, c'est-à-dire que tout se passe au clic, à la voix, à l'image, ainsi de suite, et ça peut prendre différentes formes. Et en fait, ça part simplement d'une expression, et en fonction de la personne qui est en face, on modélise carrément l'échange, et on peut en arriver à se transformer, à être un président, à être un ministre. Et c'était dans ce cadre-là ma question, à savoir, en étant une personne publique. Ouais, bah c'est sûr. D'ailleurs, il y a un type qui a vendu ma collection de montres sur Instagram. Je n'ai pas de montre. Moi, je comprends pas comment les gens tombent dans ces arnaques. Il y a un compte là qui s'appelle Oussama Amar avec un M qui vend une formation de copy trading. Je ne fais pas de copy trading. J'espère que tous les types qui font du copy trading finiront dans une place très spéciale en enfer qui les attend. Et que le karma ira les bouffer jusqu'au dernier atome de leur corps. Mais ce que je comprends pas, en plus il écrit mon nom avec une faute, ça m'énerve. Je veux dire, quitte à arnaquer les gens, ils pourraient au moins me respecter. Enfin, donc non, c'est de la folie. Et les gens, le niveau de crédulité sur Internet, il est dingue. Vous croyez vraiment que je vais aller en MP dire que j'ai un plan Forex? Ça fait 12 ans que je fais du contenu à la con sur Internet.
pour avoir une image cohérente et les gens tombent là-dedans. Donc non, c'est vraiment dur. C'est horrible ces trucs-là. On arrive ici, on est un petit peu dans le fief. Par exemple, on a des appels de soi-disant à la police, c'est un numéro privé, des gens passent 30 minutes avec eux. Enfin, on a un petit peu des... Et d'ailleurs ici, ce qui est assez incroyable, c'est comme je racontais précédemment, on reçoit un mail de notre banque, pour pas citer NBD par exemple ou autre, et 5 minutes après, on a un appel d'un numéro privé d'une personne qui vient nous demander notre carte bancaire parce qu'on doit être dans les délais de la mise à jour des informations. Donc on se rend compte qu'en plus, on est vraiment... on ne peut pas faire confiance n'importe où on est, parce que même dans les banques, surtout ici, c'est vraiment à l'intérieur qu'on extrait les informations et qu'on peut après avoir une certaine crédibilité sur base d'une information qui s'est passée il y a 5 minutes. Et là, si c'est injecté en plus dans une IA, bon, ben voilà. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Merci. Ishan is there or not? Ishan. Là, j'en aurais profité parce que justement, Ishan, c'est le banquier. Du coup, il aurait pu nous parler un peu des process en interne de sécurité. Mais c'est vrai que Mac, t'es pas le seul concrètement. Nous, ça nous est arrivé à une personne spécifiquement, Samia, qui, lorsqu'elle a setup avec nous, l'enfer concrètement. Bon, après, on lui dit voilà, Ishan lui dit je t'appelle le mardi à 14h30 pour un setup ton truc bancaire. La personne reçoit un coup de fil, je crois, 1 heure avant d'un scam. Donc pour nous, c'était hyper délicat. Elle venait d'arriver à Dubaï, il n'y avait pas du tout de relation de confiance établie. Elle n'est pas venue au club, elle ne nous connaît pas. Concrètement, elle a fait une sacrée gueule quand elle a compris que c'était un scam, en me disant non, c'est pas possible. Vous m'avez dit, vous m'appelez à 14h, comme par hasard, on reçoit un coup de fil 1 heure avant. Et il a fallu beaucoup de temps pour lui expliquer. Et donc malheureusement, ouais, c'est un truc, c'est Dubaï, c'est un peu chiant, mais bon, voilà quoi. Bah, surtout quand on voit le bordel généralisé de l'infrastructure bancaire ici. C'est l'enfer. C'est pas très compliqué de rajouter là-dessus des actions criminelles, quoi. C'est un film d'horreur, il faut dire la vérité. Et quelle que soit la banque, hein, la vérité, ils ont mis en place des néobanques maintenant. Vous avez Vio avec une interface qui est hyper visuelle, un peu une sorte de Revolut locale. Mais le reste, c'est je veux dire, quiconque ici maîtrise le digital et entrepreneur, a pas le temps, tu te fous de face à une banque, bah, vous le savez tous, hein, concrètement, tu as envie de te taper la tête contre le mur. C'est des process, je veux dire... je t'en prie. C'était juste, je voulais dire, pour donner pour information, avant, pour comparer un petit peu le niveau où on peut casser l'information, un ordinateur normal le plus puissant au monde, il passait à peu près 47 ans pour craquer le password le plus compliqué au monde. Aujourd'hui, avec un ordinateur quantique, c'était en 2019, ça faisait 2 qubits et ça mettait 2 minutes. Maintenant, on travaille avec des 256 qubits, pour donner une idée. Donc vous pouvez imaginer qu'en quelques secondes, ça va craquer des choses qui sont au-delà de ce que la sécurité peut offrir aujourd'hui. Donc la problématique n'est même pas dans est-ce que l'outil peut craquer, si on n'a pas les outils de sécurité qui permettent de pouvoir s'isoler de manière sûre. Donc c'est-à-dire, un spoil, c'est tout est accessible à partir du moment où on a accès à un ordinateur quantique. Voilà. Merci à toi. Qui veut passer sur scène? Ne levez pas la main trop vite. J'ai vu qu'il y avait Alec qui est passé. Il n'était pas là dans le coin? Il a rage quit. Il est en interview? Ah, il le mérite. Ok. Oui, venez. Venez. Présentez-vous, n'hésitez pas. Bon, on s'en fout un peu, non? Non. Ouais. Non. Okay. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Élise, j'ai créé une agence en France de revenu management dans le domaine de la location saisonnière. On a 3 activités, la partie agence, la partie formation, et on a fondé un événement qui s'appelle le Rendez-vous national de la location saisonnière au Dock de Paris. On a réuni 1300 visiteurs cette année, et donc j'ai les 3 activités dans mon activité. Et j'ai une question pour toi, Oussama. Qu'est-ce qui ont été les facteurs clés de succès sur la vente de la formation Business Pro? Parce que là, moi, j'essaie de vendre de la formation en ligne, parce que cette année, j'ai fait 1,3 million, mais que d'agences. J'ai un potentiel qui est encore plus grand en formation en ligne. Et clairement, là, je viens de faire 2h30 de webinaire avec une vente à 1 400 €. C'était un peu hardcore. Donc, je prends les idées, j'ai mon téléphone, je suis prête à écrire.
Alors, déjà, soyons très clairs. Business Pro, c'est pas moi, c'est Yomi. Et Yomi est un génie de la vente en webinaire. Moi, j'ai pris une claque d'humilité en travaillant avec lui parce que, en fait, je ne saurais même pas expliquer à quel point son savoir est précis en termes de langage, de faux mots, de création d'envie de vendre, de création de produits, de process, etc. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Donc, c'est un peu cheaté parce que il a pris mon image, qui était considérable. Il a plugué 6 ans de quasi, je sais pas comment le dire, acharnement à réessayer ces process. Et donc, ça a fait immédiatement de la magie parce qu'il y avait un gros actif. Mais la formule, elle est assez simple. Il faut d'abord créer de la confiance et de l'audience. Je vois trop de gens qui veulent créer des formations en ligne alors qu'ils n'ont aucune confiance et aucune audience et aucun lien privilégié avec les gens à qui ils vendent. Moi, j'ai quand même... Ma première vidéo sur Internet, c'est 2011. Et je fais du contenu de façon régulière depuis 2012. Donc le overnight success, il a pris 10 ans quand même. Ensuite, tu multiplies ça par un script vraiment au mot près. Et c'est fou parce qu'un mot peut changer la conversion. Et il n'y a pas de secret. La seule façon de faire, c'est de recommencer. Et c'est pour ça que le webinaire, c'est un format très ingrat, je trouve. La meilleure façon de se former au webinaire, c'est de passer des heures et des heures à regarder le téléachat. Si vous n'avez pas la patience de supporter, de regarder le téléachat pendant des heures et des heures, vous n'aurez jamais la patience de construire un webinaire. Je pense qu'il faut aimer acheter en téléachat pour aimer vendre en téléachat. Et le webinaire n'est pas la seule façon de vendre des formations. C'est une des façons, mais ce n'est pas la seule. Elle est adaptée à un certain type de personnalité. Le troisième secret de la méthode, c'est que fondamentalement, à la fin de la journée, il faut que la formation soit bonne. Parce que ça, c'est ce que tout le monde oublie. C'est que tu as une forme d'épuisement si les gens qui ont fait la formation ne sont pas contents. Parce qu'après, il faut passer son temps à les cacher. Les reviews ne sont pas bonnes, etc. Et donc, pour ça, il faut faire une offre irrésistible en remboursant les gens qui n'aiment pas la formation. Ça ne sert à rien de forcer quelqu'un qui n'a pas aimé à payer. Et il faut accumuler les avis au fur et à mesure du temps. Et écouter le moindre feedback, même quand le feedback est... En fait, tu dois être dans une logique, le client est roi, même quand il est un peu bête et qui... par exemple, un truc que j'ai appris avec Yomi, c'est qu'avant, j'avais une vision très élitiste de la formation, qui était que me dire, moi, en tant que pédagogue, je sais ce qui est bon pour toi. Et donc, on va faire les vidéos dont tu as besoin, et pas les vidéos que tu crois avoir besoin. Et il y a vraiment un gap entre ce que les gens ont besoin et ce que les gens croient avoir besoin. C'est vraiment... dans l'école de Monsieur Yomi Denzel, il n'y a pas de ça. Il y a une liste FAQ de tout ce que les gens ont demandé. Et on fait tout. Et ils ont raison. Et on ne va pas discuter. Et alors, c'est un choc culturel pour moi. Mais il a raison. Et en fait, ça ne sert à rien de discuter avec les clients. Si les gens veulent quelque chose qui ne sert à rien, vous leur offrez. Ils ont payé de toute façon. Donc, ils sont rois, en fait. Et il faut avoir cette philosophie pour aller chercher un taux de satisfaction quasi transcendantal, quoi. Sur le processus commercial, je pense qu'il faut aussi se demander, est-ce que l'avatar s'est déjà fait défoncer ? Est-ce qu'il s'est déjà pris ads, webinaire, retargeting, upsell, bump, enfin tout le bazar des tunnels de vente. Si l'avatar s'est encore fait défoncer, on met les classiques. Donc les webinaires, les tunnels de vente, le retargeting, les séquences email, etc. Il y a très peu de segments de marché qui ne sont pas encore fait défoncer aujourd'hui en France. Je pense que quand même, bon... Voilà. Donc si c'est déjà fait défoncer, et bien là en fait, l'approche marketing, c'est de leur dire, je sais que vous êtes déjà fait défoncer, donc on va aller droit au but, voilà, je fais ça marche comme ça fonctionne, le prix il est ici, ciao. Sans webinaire qui dure 4 heures, les machins, les bidules, les offres spéciales, le prix il est barré, réduction, la réduction elle est barrée aussi, notre réduction, et tout ce bazar-là. Donc la question c'est, est-ce qu'ils se sont fait défoncer ? Si la réponse est non, tu les défonces.
Si la réponse est oui, tu leur dis, je vais pas vous défoncer, c'est super simple, c'est Google Proof, 1, 2, 3, tu cliques, t'achètes, tu te casses, c'est pas grave, tu veux pas, c'est cool aussi. Et là, ils sont tout contents, ils achètent. Moi, ils se sont déjà clairement fait défoncer parce qu'ils sont tous dans le domaine de la location saisonnière. Donc, c'est l'immobilier. Mais j'ai une garantie en béton armé. C'est que je leur dis, ma formation, elle te garantit plus 20% de croissance de chiffre d'affaires. Et ça va te coûter que 1 400 €. Donc, si ton bien en location saisonnière, il fait 1 000 € par mois, tu gagnes 2 400 € à la fin de l'année, tu vois. Donc, je suis là genre... Et vas-y, il devrait me dire, shut up and take my money. Bah, dans ce cas-là, si le processus ne marche pas, enfin oui, il n'apporte pas les résultats, c'est bon, ok, tu fais de l'acquisition organique, trafic payant, etc. Ok, landing page, tout ça. Tu maximises la relation et tu vas le plus rapidement possible vers la démonstration. En fait, c'est tout ce qui est, vas-y, je me présente pendant 5 ans, les témoignages clients, les machins, les trucs, mon petit parcours, j'ai découvert ça, machin. Tout le storytelling, tu bazardes. Tu dis, ok, on s'en fout. Et tu leur dis clairement, je peux raconter ma vie pendant 3 heures, mais voilà. Tu les amènes à une démonstration factuelle, limite mathématique, où le truc dans leur tête, ça peut pas foirer. Après, tu leur dis, bah, ça va vous rapporter tant. En gros, moi, ce que je faisais à l'époque, c'est, ok, bon, mettons que le truc, il te rapporte 10K par mois. Ok, très bien. Bon, moi, c'était plus dans business en ligne. Ok, ça fait 120K sur l'année. Alors, si jamais on te proposait un deal où tu me donnes 1 € maintenant et tu prends 10 balles tous les jours, non, c'est erreur. Si je t'offre un truc où tu gagnes 10 balles tous les mois, est-ce que tu es prêt à me donner un balle? Non, parce que je le refais, je suis en fin de journée pour moi. Si jamais tu peux gagner 10 balles tous les mois, est-ce que tu es prêt à me filer 10 balles une fois? Là, rationnellement, oui. Parce que, okay. Ça te tombe bien, c'est pas 10 balles, c'est 1 balle, quoi. Et donc, en gros, il faut que ce soit ultra logique. C'est une démonstration mathématique, c'est ultra logique, ça peut pas foirer. Ça va rapporter tant. Je te demande pas 10% de temps, mais juste 1% de temps. Enfin, tu définis ton ratio, quoi. Et après, ouais, satisfait ou remboursé. Et puis en général, ça rentre, quoi. Et tout ce qui est un peu, ouais, les scripts de webinaire vus et revus, tu bazardes. Les scripts d'ads vus et revus, tu bazardes. Tu vas droit à la démonstration. Et puis après, tu fais questions-réponses avec les gars, quoi. Et c'est un peu short, 20%. Comment? Enfin, il le dit pas, mais c'est un peu short de gagner 20%. 20%, c'est pas assez, tu penses? Non, ça fait pas rêver. Hein. Ouais, mais je peux pas mentir. C'est pas une histoire de mentir, c'est ta formation. Je vais investir du temps, à la fin, je vais gagner 20%. C'est peut-être un problème de value proposition. Hein. Ou alors, le 20% en termes de gain, demande-toi si tu peux le transformer en autre chose. Nous, ce qu'on faisait souvent à l'époque, c'est... ce qu'on était amené à faire, c'est... Hop. Merci. 1, 2, 1, 2, ouais. On essaie de dimensionnaliser le chiffre. Mettons qu'on allait dire, ok, si tu avais investi dans telle action, tu aurais gagné 362%, je sais pas combien. Bon, 362%, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Donc on leur fait un schéma, tu vois, avec la charte. On dit ok, tu achètes là, tu vends là, tu fais plus, on met une grosse flèche rouge, plus 362%. Bon, c'est un peu plus visuel, ça aide, mais ça suffit pas assez. Alors maintenant, on va dire, ok, bon, tu sais pas faire des maths, ça tombe bien moi non plus. Donc si tu avais mis 1000 balles ici, tu aurais eu Y balles là. Ok, donc tu as fait une plus-value de temps. Après, tu vas ramener ce chiffre à qu'est-ce que ça rapporte dans leur vie. Donc ça pourrait payer le crédit de la bagnole, ou ça pourrait payer des vacances en famille. Et donc là, tu mets des images de vacances en famille, machin, avec la piscine, les cocotiers, tout ça. Et donc en fait, tu passes d'un chiffre qui est 360, enfin peu importe le chiffre, qui est dimensionnalisé visuellement, accompagné, ça veut dire combien, ça se concrétise comment. Et après, tu essaies d'aller de plus en plus vers du concret. Tu vas de l'abstrait, 20% c'est abstrait, vers du concret. Donc concrètement, dans ma vie de tous les jours, au jour le jour, ces points de pourcentage très théoriques, comment ça impacte ma vie de famille, l'éducation de mes gosses, ma sérénité, ce que je peux bouffer, donc on te dit de ne pas m'empoisonner avec de la merde, mais manger des trucs qui me nourrissent, quoi. Et tu peux vraiment aller de plus en plus dans le concret. Avec le concret, tu peux mettre aussi un petit peu d'idéologique, si tu as bien cerné l'avatar, quoi. Donc en fait, le 20% peut devenir assez bandant, en fait. Mais il faut le travailler, le triturer, le repackager, et que ça leur parle à eux, quoi. C'est que... Je vais essayer de rendre mon 20% bandant, alors. Voilà. C'est à toi. Bon, ma foi, je pense que
On va poursuivre sur le networking. Et Alec, tu veux passer 2 minutes, faire un coucou? Viens. Je sais que tu as terminé tard. Bienvenue chez toi. Bonsoir à tous. Salut les gars. Tu voulais que je partage quelque chose en particulier? Bah écoute, non, c'était histoire de te faire un coucou. Mais je de te remercier d'être passé. Et bah ouais, c'est quoi un peu les projets? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, je déménage. Ah. T'étais où toi? T'étais pas à l'entrée de la Palme? J'étais à GLT et là, je vais à Marina. Ok. Et à côté, les choses continuent à avancer. Je vais rentrer pour les fêtes. Donc t'as choisi d'être en vacances toute l'année? Ouais, c'est ça. À la C'est Marina. ça. Et à côté de la salle en plus. Plus besoin de prendre le taxi. Trop bien. Trop cool. Vous êtes où en fait, vous, à Dubaï? Tous les deux dans quel coin? Lui, il le dit pas. Faut garder secret. C'est vrai? Moi, je suis à Soukem. Bon. Moi, l'adresse de ma maison est sur Instagram à chaque fois que je fais une fête. Alors, Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, on fait souvent dans notre maison des open parties. Et ça, c'est le seul truc qu'on pourrait faire à Dubaï. On publie l'adresse sur Instagram. Et c'est là où je me suis dit que les entrepreneurs sont des gens incroyables. Parce que pendant des semaines, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah ouais, tu connais machin, tu l'avais invité à ta fête. » Et donc, à la force, j'avais fini par faire un screenshot en disant « Mais je ne connais personne. L'adresse était sur Instagram. » Et ça, Dubaï, c'est incroyable pour ça. Où dans le monde? Moi, j'avais fait une open party à Paris. Bah, ils s'en souviennent encore. Le bâtiment a été ravagé. Ça avait très très mal fini. Mais à Dubaï, ça se passe bien. On n'a même pas un verre cassé. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, bravo à Dubaï. Ouais, bravo à Dubaï. Ouais, moi j'ai quitté la Marina. Okay. Voilà, ça c'est la news, il fallait que tu le saches. Apparemment tout le monde est... Bref, Downtown, Team Downtown. Le mec va le déprimer sur son nouvel appart, c'est ça que tu as entendu? Ouais, non, Team Downtown. Ah ouais? Ouais, sincèrement... Qui est Team Marina? Ouais, c'est vrai, levez la main. Ah ouais, qui est Team Downtown? Ouais, ça va. Et qui veut venir dans mon village que je vais construire à Dubaï? Allez. Non, je suis très sérieux. S'il y a des gens qui sont intéressés par acheter des maisons, qui viennent me parler, on commence la vente. Voilà. Trop cool. Ça, c'est bien. Ouais, non, Downtown, il se passe quelque chose à Downtown, il se passe quelque chose. Je pensais pas en arrivant à Dubaï. Hein. Mais après, j'avoue que les premières années, t'es en vacances. Tu sors Marina, JBR, tu sors de chez toi, toute l'année, t'es en vacances, ça parle toutes les langues. Il y a un truc de ouf. T'es en vacances. Après, moi, je sors pas de chez moi, donc... Ah oui, c'est vrai. Je sors pas beaucoup. Comme Théophile la dernière fois. Il arrive sur scène, il était là, putain les gars, vous me mettez un webinaire, un truc, c'est ok, mais ça fait des années que je suis plus... Je comprends. T'as raison, moi c'est pareil. Bon, ma foi, bah écoutez... une dernière, allez. Question. Oui. Allô. Viens. Ici Viens. Allez. Vas-y, installe-toi et ce sera ça la va dernière. être assez rapide, mais il y avait un vrai débat là-bas, donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir en discuter. Mais c'est une question pour le chaman, mais il n'est pas là du coup. Le chaman est parti. Ouais, le chaman est parti. Parfait. Donc, en fait, il a l'air de prendre quelque chose de très bonne qualité. Donc on se demandait ce que c'était. Déjà, ça c'est la première question. Et puis peut-être que pour le village de Sama, ça peut être intéressant aussi de ramener le chaman. Je sais pas ce que... Bah oui. Moi j'ouvre un village chaman free. D'ailleurs c'est une des règles dans le village, on mettra plein de règles, mais on prend que des gens très rationnels. Qui ne veut pas un jugement Ouais, du coup non. Donc les gens qui sont religieux, qui croient en Dieu, qui ont des espèces de trucs spirituels, machin, pas dans le village. Voilà. Merci beaucoup. Bon, bah voilà, j'ai ma réponse. Merci. Voilà. Ce sera tout? C'est tout pour moi. Allez. Bon, on se rejoint dans la partie networking. C'était un vrai plaisir. Allez. Vous oubliez pas le concept de la cloche, n'est-ce pas? Et on se revoit très vite parce que petite parenthèse. Samedi matin, on se retrouve pour le Business Boost. Donc ceux qui veulent venir passer un moment sportif, on fait le petit déjeuner, on se cale pendant 1 heure, on fait du sport. On a un atelier avec Théophile Hélier le 22 décembre. On a un atelier sur l'assurance santé le 29 décembre. On continue en janvier. Prochaine conférence avec Tammy Cabage et un expert en crypto aussi qui est un mastodonte dans son domaine. Bref, à très vite à tous. Ciao, ciao.